Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique. Le Sahel est avant tout ce vaste territoire, frontière naturelle entre le nord du continent et sa savane. Les pays les plus connus de cette région sont ceux de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'ils sont au cœur d'un abcès sécuritaire sans précédent. Le Sahel a toujours été au cœur de l'histoire du continent, avant l'ère coloniale et après la colonisation. La colonisation, justement, n'a fait qu'envenimer les rivalités déjà existantes entre les différentes ethnies qui occupent ces territoires. Des rivalités qui seront l'héritage des indépendances. Vous l'aurez compris, pour ce numéro de Cap sur l'Afrique, on va se pencher ensemble sur le Sahel et comprendre les enjeux et la stratégie des grandes puissances dans cette région du continent. Pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné par Aziz Fall, professeur de l'Université Sciences politiques et ethnologie au Canada, mais aussi de Bayala Linawe, expert des questions africaines qui nous rejoint depuis le Burkina Faso. On entame cette émission avec 3 questions pour tenter de comprendre la genèse de cet abcès sécuritaire. Je commence avec vous, Aziz Fall. Bonsoir, Aziz Fall. Oui, bonjour, bonsoir. Alors, pour nous situer dans le temps de ces abcès que traverse le Sahel, on peut dire que ce ne sont pas les fruits de l'histoire contemporaine, mais c'est une région qui a toujours réuni, si je peux m'exprimer de cette façon, un incubateur à conflit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça, Monsieur Aziz Fall ? Bon, je dirais d'abord que c'est une région qui est tellement vaste, le Sahel, c'est la pointe d'un iceberg géostratégique économique qui est très large, qui s'étend jusqu'à l'Iran, l'Afghanistan et la Syrie, voire la Chine depuis l'histoire. Donc c'est une bande extrêmement grande qui a contribué à mettre en rapport des univers cloisonnés qui s'ignorent en dehors des transactions du commerce lointain jusqu'à la période almoravide où évidemment l'occupation arabo-musulmane exacerbe les rapports qui jusque-là étaient sur le commerce lointain. Et donc, je crois que le Mali, qui en est aujourd'hui l'expression la plus forte avec le Burkina Faso, sont des pays qui ont été mis en épreuve par la colonisation, mais on passe très souvent sur le fait que ces espaces ont été des espaces de théocratie guerrière qui ont conquis le Maghreb jusqu'à l'Espagne, mais aussi les Almoravides jusqu'à l'intérieur de l'Empire du Ghana et du Mali. Et donc, il y a une sorte de terreau fertile aujourd'hui, mais de ressurgence de cet esprit des khalifats qui a été bien entretenu par la géopolitique du chaos que j'ai expliqué dans mon film Africom. Justement, la géopolitique du chaos, on va revenir dans la deuxième partie de cette émission. Je passe, à la lumière de ce que vous dites, je passe vers Bayala. Bayala, s'il vous plaît. Que se passe-t-il au Sahel exactement pour que les yeux du monde entier soient rivés sur cette région ? Oui, il y a que le Sahel vit une situation d'insécurité ponctuelle au sens où c'est quelque chose qui se manifeste maintenant et qui semble être nouveau aux yeux d'une certaine opinion observatrice et même victime ou actrice de ce qui se passe, parce que effectivement actrice, parce que ce sont des Sahéliens armées qui font des victimes dans cette même espace. Il faut dire, comme le décrivait si bien Aziz Fall, il y a des implications géostratégiques très importantes et ce foyer, d'un point de vue de son parcours historique, donne le témoignage d'une civilisation qui a pu se construire et qui a pu, aux yeux de l'important carrefour de ressources naturelles qu'il regorge, cristalliser les attentions des pouvoirs coloniaux. Aujourd'hui, quand on parle de la zone des 3 frontières, la zone du Liptako, et que on voit une attention des ex-pilleurs d'hier, de ceux qui ont organisé et planifié l'esclavagisation et ou l'exploitation intense et abusive des territoires et des populations de cette zone, se préoccuper autant et créer toute une bactérie d'opérations militaires dans la zone, on se pose bien la question si finalement le Sahel et les Sahéliens actuels
ne s'ignore pas assez pour ne pas être au devant du destin et de l'avenir à écrire pour cette zone-là. Je reviens vers vous, Aziz. Qui sont les acteurs du conflit que subit aujourd'hui le Sahel? Les acteurs, vous en avez au moins plusieurs catégories. D'abord, les acteurs majeurs, c'est ceux qui ont détruit la Libye. C'est à partir de la Libye où l'instrumentalisation de la responsabilité de protéger a défait le régime de Kadhafi. Et là, des hordes entières se sont lancées. Ensuite, vous avez un bassin quand même de fondamentalistes religieux qui viennent du sud algérien, qui viennent des pays émiratis, qataris, des hordes composites de Touaregs et de djihadistes divers. Et vous avez la politique américaine de containment, qui est la doctrine Monroe avec l'AFRICOM, qui a vraiment aggravé cette situation. Et là, c'est clair que le rôle du président Sarkozy et l'encadrement de certains relents de l'opération de l'Azawad, l'affaire de l'Azawad, c'est quelque chose qui remonte à Houphouët-Boigny. C'était la tentative de créer un État tampon entre le Mali et l'Algérie. Et donc, on est venu réveiller toutes ces choses-là. Mais le terreau le plus fertile, évidemment, c'est le sous-développement, les zones qui ont été défavorisées, laissées hors de l'État, et qui sont aujourd'hui entre les mains de djihadistes qui se banditisent et des bandits qui se djihadisent à toutes sortes de trafics, là où l'État est absent. Et donc, dans le cas du Mali et dans le cas du Burkina Faso, j'ai une pensée pour toutes ces populations qui sont déplacées, pour tous ces gens qui meurent dans ces fratricides, parce qu'en réalité, l'enjeu, c'est les richesses de ces zones-là, mettre la main sur les terres rares, sur l'or, sur les bassins d'eau dont regorgent ces espaces-là dans les tréfonds de la terre. Donc, il y a vraiment un mélange d'acteurs qui jouent avec les firmes multinationales juniors qui ont profité de la réfection des codes miniers, avec des gens qui, jusqu'à présent, n'ont pas accepté leur déchéance, notamment le régime de Blaise Compaoré, qui a eu des accointances avec ses filiales djihadistes. Donc, c'est vraiment tout un magma extrêmement complexe. Merci Aziz Fall. On entame la deuxième partie de cette émission pour comprendre quels sont les enjeux des puissances dans le Sahel. Je commence avec vous, Monsieur Bayala. À la lumière de la première partie, on aura compris que les enjeux qui entourent le Sahel remontent au temps de la colonisation et peut-être bien après. Sont-ils les mêmes dans ce temps contemporain ? Il faut dire que ces enjeux, parce que l'humanité ou les pays occidentaux ont leur survie liée à leur capacité à innover les techniques d'exploitation des ressources humaines jusqu'aux ressources naturelles. Il y a des schémas négriers qui ont évolué, il y a des schémas d'exploitation qui ont évolué, mais les revendications et les demandes, les besoins sont restés les mêmes. Les besoins d'énergie, c'est-à-dire de l'uranium du Niger, surexploité en toute grande injustice par une firme française, ça demeure une réalité parce que le besoin d'énergie en France ou dans l'Europe se fait sentir, et ce n'est pas en ce moment où la crise russo-ukrainienne avec toutes les questions liées à la raréfaction du gaz pour ravitailler l'Europe avec le sabotage des gazoducs russes, pose que cela a changé. Alors, il faut dire qu'il y a eu une contextualisation de cela, et la contextualisation, elle est passée par des programmes manipulateurs, comme les programmes d'ajustement structurel qui disent aux États africains, écoutez, ne vous occupez pas de l'éducation, de la santé, ne vous occupez pas de ces zones sahélisées où les populations manquent d'initiative, où l'État manque de présence. Laissez ça à nos ONG, elles vont venir, elles vont organiser les populations pour faire du jardinage. Elles vont plutôt, en lieu et place de leur apprendre à faire le jardinage, elles viendront leur vendre des tomates de Hollande, elles viendront leur proposer des oignons produits ailleurs, au lieu de les apprendre à faire l'élevage au Sahel, parce que cet environnement est favorable à une activité comme l'élevage. On va leur proposer de leur faire venir plutôt de la viande, toute faite d'Argentine ou du Brésil. Donc, on a travaillé à substituer les responsabilités africaines à des agendas de
de développement ou de programmes de développement préfabriqués par les firmes internationales. Et après cela, on a également en ce moment des formes de chantage qui consistent à dévoyer toutes les tentatives endogènes et responsables de dirigeants visionnaires qui consistaient à impulser eux-mêmes des routes pour leur propre développement. On se souvient de ce qui arrive à Sankara, on se souvient de ce qui est arrivé à Kwame Nkrumah, on se souvient du sabotage qu'il y a eu de la monnaie guinéenne avec Sékou Touré, on se souvient de l'élimination sauvage et même qui a été vantée par un citoyen belge qui détenait jusque-là là-dedans de Patrice Lumumba. Donc on a une actualisation qui passe par toute une série, toute une bactérie de choses qu'on a mis dans la place de la responsabilité des Africains. Et chaque fois qu'un Africain comme Thomas Sankara qui disait qu'il fallait à chaque 5 km carrés une oasis dans le Sahel de Dori, dans le Sahel de Djibo, parce que tout le nord du Burkina Faso qui représente environ un pan très important de notre territoire, c'est un territoire qui n'a pas des équipements de développement équitables qu'on retrouverait dans les autres zones. Donc il y a un déséquilibre dans la fourniture des équipements de développement. Il n'y a pas d'eau potable dans ces zones. Il n'y a pas d'activité agricole qui est soutenue par une vision étatique. Thomas Sankara a voulu impulser cela pour responsabiliser les populations. Il a voulu anticiper sur les questions écologiques en proposant une ceinture verte qui allait traverser tout le Sahara avec un rayon de 100 km. Donc aujourd'hui, il faut dire que il y a eu des activités, elles sont soft. Elles sont subtiles, elles ne sont pas tout de suite visibles, mais dont l'intention, c'est d'enfoncer le clou de l'irresponsabilité, de l'irresponsabilisation des élites et qui va répercuter sur l'irresponsabilisation des masses. Et tout le monde va attendre que le développement vienne des ONG, les développements viennent des chancelleries et non pas de leur propre initiative. Et finalement, quand vous n'avez plus le contrôle de votre destin, vous ne pouvez pas revendiquer le contrôle de vos ressources naturelles. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'un des enjeux des grandes puissances, c'est éviter ou empêcher la construction d'États-nations dans les régions du Sahel, à la lumière de ce que vous dites? Oui, et la conférence de Berlin de 1885 n'avait pas d'autre intention que d'aggraver la désorganisation des populations au plan ethnographique, au plan anthropologique, culturel, toutes les dimensions qui lient des communautés. Vous savez que avant ces frontières. Je crois que nous avons été coupés, mais je rebondis avec vous, Monsieur Aziz Fall. Quand vous parlez du Sahel, vous parlez souvent de la géostratégie du chaos. Qu'est-ce que la géostratégie du chaos, Aziz Fall? En fait, c'est une politique qui a été orchestrée par l'OTAN et les néoconservateurs américains qui visait à substituer à la coopération économique déficiente des pays de l'OCDE la géopolitique et la géostratégie. C'est-à-dire qu'en créant des monstres et en soutenant au début avec les talibans en Afghanistan, mais petit à petit les forces fondamentalistes dans les régions, on pouvait effectivement rendre essentiel et indispensable le parrainage et la tutelle des forces de l'OTAN, puisque nos pays seraient incapables de se battre contre l'hydre terroriste. Et en même temps, ça ouvrait un espace pour la réflexion des codes miniers et que la bourse de Toronto puisse se repaître avec les firmes multinationales juniors qui peuvent à ce moment-là exploiter à petite échelle ou à grande échelle les exploitations, mais aussi permettre des poches dans lesquelles il y a une forme auto-entretenue de ces forces djihadistes. Alors ça peut avoir l'air d'une théorie du complot, mais dans la mesure où en réalité, ces groupes-là eux-mêmes vont rhizomer, c'est-à-dire ont aussi leur propre agenda, un agenda rétrograde, médiéval, qui est basé sur la charia ou même des versions beaucoup plus rétrogrades de la charia. Toujours est-il que c'est une lutte pour l'appropriation des espaces et contre la souveraineté des États. C'est pour ça que nous avons une approche panafricaine sur cet enjeu. J'entendais notre interlocuteur parler de Thomas Sankara. Effectivement, notre collectif s'est battu pendant 25 ans pour obtenir des droits dans l'assassinat de Thomas Sankara, parce que ce sont ces mêmes pouvoirs compradors qui sont ces régimes qui s'allient à ces forces
forces-là qui empêchent le développement de nos pays. Et c'est justement contre cela que le panafricanisme doit lutter, et en essayant d'expliquer que cette géopolitique du chaos, c'est l'ennemi principal des pays du Maghreb, des pays sahéliens. Si on le laisse se répandre, c'est une hydre extrêmement complexe, basée sur le culturalisme, basée sur la perte de sens, parce que, évidemment, vu que l'occidentalisation a plus ou moins échoué, on cherche d'autres sens, et comme je le disais, la nostalgie des anciens pouvoirs théocratiques, l'idée qu'on puisse faire autrement, par des valeurs différentes que les valeurs occidentales, séduit beaucoup de gens au moment où le développement a échoué dans la plupart de ces États. Comme l'expliquait l'interlocuteur, justement, il y a des zones qui sont laissées en rade par l'État, c'est vers les villes que les choses sont consacrées, et donc les zones qui sont frappées par l'appropriation de l'extractivisme industriel et les zones qui sont délaissées sont à ce moment-là beaucoup plus propices à ce qu'elles soient emparées par ces hordes qui sont de plus en plus organisées et structurées. Justement, Monsieur Aziz Fall, je vous poserai la même question qu'à Monsieur Bayala. Est-ce que ce maintien du chaos permanent au Sahel empêche la construction d'États-nations et empêche l'émanation de nouveaux rêves pour le Sahel? Mais ce n'est pas seulement pour le Sahel, c'est tout l'enjeu de l'Afrique qui est actuellement. Parce que vous avez ici, avec l'ouverture des marchés, l'arrivée des Chinois, des Indiens, de tous les autres intérêts qui ont aussi une grande rapacité pour les matières premières. Tout le monde sait que l'avenir du XXe siècle a été joué dès le début en Afrique, et que le XXIe siècle existera avec ou sans l'Afrique. C'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui à la COP en Égypte est très important sur le mode de production et de développement. Une autre Afrique est possible, mais pour cela, il faut que les espaces de souveraineté soient farouchement défendus, que nos ressources naturelles nous appartiennent, qu'on agrandit la marge de manœuvre de contrôle de l'État, qu'on puisse véritablement aller vers un développement au moins de type autocentré, pour avoir un grand marché intérieur de biens de consommation de masse et ne pas se retrouver en situation de dépendance dans l'économie mondiale. Et ça, c'est évidemment ce que l'ordre mondial ne veut pas. C'est un ordre mondial qui veut l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources. Et cela, nous sommes évidemment convaincus que les Africains ne laisseront pas, que la jeunesse africaine va continuer à se battre pour que ça change. Donc c'est une bataille pour la souveraineté. Aujourd'hui, la France et son précaré est en train de perdre du terrain dans plusieurs espaces parce que le vieux mode néocolonial de croissance est périclite, parce que la France-Afrique elle-même est rejetée et vomie littéralement par des pans entiers de ces sociétés, parce que la centralisation du surplus, le fait qu'il faille avoir une monnaie qui soit africaine et à l'ordre du jour, le franc CFA, une monnaie coloniale que vous ne pouvez même pas échanger dans les banques étrangères, et en réalité une monnaie de singe qui ne fonctionne pas. Et donc c'est toute cette question-là qui s'agite et qui est aujourd'hui le magma sur lequel la bande sahélienne des pays de la francophonie, mais aussi d'autres enjeux qui s'étendent jusqu'au Mozambique sur cette question djihadiste, ou même la reprise d'un développement en Afrique australe à partir de la locomotive sud-africaine. Tous ces enjeux-là, la situation du Nigeria, toutes ces choses-là sont des choses qu'il faut tenir sur l'autel de la sauvegarde de nos souverainetés et la construction du panafricanisme. Bayala, à la lumière de ce que nous dit Aziz Fall sur la souveraineté, depuis quelques années, les populations de l'ensemble de la région du Sahel réclament le départ des forces étrangères. Pas plus loin qu'hier au Burkina Faso, à Ouagadougou, il y a eu des manifestations pour réclamer le départ non seulement de l'ambassadeur de France, mais aussi des forces françaises en présence. Est-ce que ce sentiment est nouveau ou il est juste de plus en plus important ? Je pense que ce sentiment a toujours traversé l'esprit des populations, en tout cas qui vivent sur ce territoire colonial de 1885. On se souvient des résistances anticoloniales de 1815 et 1917. En 1915 et en 1917, des populations ont farouchement tenu en échec deux colonnes armées de l'armée française de l'époque qui les mettaient sous domination avec des impôts qui écrasaient leur dignité. Et après cette époque, on va aller vers les indépendances avec Ouézin Coulibaly qui fera un combat monstre pour assurer
confirmer le désir de souveraineté. Il va être empoisonné avant les échéances électives qui font arriver le valet local de la France, qui est M. Maurice Yameogo, qui a eu le mérite à l'époque de dire que l'indépendance signifie le départ de troupes coloniales. Il ne peut pas avoir de souveraineté sous supervision d'une armée coloniale dont l'intention est bien évidemment de remettre en cause toute aspiration à la souveraineté. Et donc, on a ce parcours qui va être consacré par des œuvres d'État entre 1983 et 1987. Donc, ce sentiment n'est pas un sentiment nouveau. Je ne veux pas théoriser en présence du grand frère Aziz Fall sur la contribution et les actions anti-impérialistes et d'affirmation de la souveraineté, de la présence du Burkina en tant que nation sous Thomas Sankara. Il est très indiqué, très avisé en tant qu'acteur et en tant qu'homme ayant porté le combat de la justice à la sève de laquelle nous sommes plus tard nourris parce que nous sommes très jeunes. Mais c'est quand vous regardez ces revendications actuelles, c'est que il y a des informations récurrentes. Les Burkinabés ou les Sahéliens sont informés qu'il y a d'impressionnants dispositifs de l'armée française qui sont dans le Sahel. C'est 360 blindés légers, c'est 260 blindés lourds, c'est 25 hélicoptères, y compris des hélicoptères de combat et des hélicoptères pour faire le transport de troupes et le transport des personnes blessées. Et donc, quand vous regardez tout ça avec 3 drones, dont un drone thermique, qui permet même de regarder dans la structure des roches, dans les structures solides. Donc les Burkinabés se posent, et les Sahéliens, du Mali, du Niger, de la Mauritanie, ils se posent des questions. Comment se fait-il qu'un si impressionnant dispositif de la technologie militaire puisse stationner au Sahel et que le terrorisme connaît une effervescence. Le terrorisme connaît une promotion, si bien qu'il quitte le Mali, il descend au Burkina Faso et aujourd'hui il attaque le Bénin, il attaque le Togo, il attaque la Côte d'Ivoire. Mais c'est une question de logique et il faut interroger. Et quand on interroge, on tombe sur des informations précises de nos propres gouvernements. On a le ministre de la Défense du Burkina Faso qui, en 2020, interpelle l'attaché militaire de l'ambassade de France par rapport au survol frauduleux des aéronefs français sur les positions avancées de nos troupes au combat. Et chaque fois qu'il y a des survols des positions de nos forces armées, il y a attaque après. Et nous avons tellement d'informations qui ont fini par mettre dans la conscience populaire de la jeunesse, parce que le côté qui est aujourd'hui très grand en matière d'injustice générée par les pratiques françaises en Afrique, c'est sa dimension jeune. C'est ça. Une dernière question dirigée pour M. Aziz Fall. Aziz Fall, l'argument ultime des grandes puissances quand elles sont intervenues dans le Sahel, c'est la lutte contre le terrorisme, alors que cet abcès sécuritaire, ce terrorisme est encore plus fort. Qu'en est-il sur le terrain, M. Aziz Fall? En fait, la lutte contre le terrorisme n'a fait que l'aggraver. Comme je l'ai dit, c'est le syndrome du pompier pyromane où, comme je l'explique, c'est une géopolitique qui est calculée, mais qui a aussi maintenant son terreau. Et pour revenir à cette question, il y a des choses qui ne sont pas nouvelles. Je rappelle tout simplement que Modibo Keïta avait fait évacuer les bases militaires de Bamako, de Kati, de Gao, de Tessalit, qu'elle occupait des accords franco-maliens signés en 1960. Ça, c'est en 1961. Il appelait les frères d'Algérie, les milliers d'Algériens tombés dans les champs de bataille qui ne sont pas morts en vain. Et il montrait le lien qu'il y avait pour ces Algériens, comme tous les autres qui luttaient pour la libération du sol national. C'est ce même enjeu qui est aujourd'hui actuellement pour toute l'Afrique. Un peu comme les Africains qui sont allés se battre contre les forces nazies, on a besoin d'une solidarité internationale pour bouter dehors les forces rétrogrades extrémistes qui assiègent nos territoires et qui sont souvent des mercenaires entretenus par des puissances du Golfe, par des capitaux ourdis et par une autre géopolitique. Nous savons que nous avons la capacité de les bouter et que le deux poids deux mesures de ces puissances, notamment la France, qui empêchait de pouvoir accéder aux zones qu'ils contrôlaient ou bien qui soutiennent en sous-main des forces qui veulent la dissidence et la partition de nos pays. Tout cela, nous savons, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Les zizanies internes aussi, nos propres contradictions ne sont pas nouvelles, mais nous savons qu'il y a un dessein beaucoup plus large
qui est le dessein de l'impérialisme, et on ne le laissera pas faire. Donc c'est vraiment une lutte dans laquelle nous voulons la solidarité internationaliste des populations européennes, des populations américaines, pour qu'elles comprennent vraiment que la question de la souveraineté de notre continent n'est pas négociable et que la lutte contre le terrorisme doit être menée, mais en allant extirper aussi les éléments qui les ont soutenus, entretenus jusqu'à présent, et qu'il n'y ait plus de duplicité sur cette question-là. Par contre, la véritable lutte, c'est la question du développement, parce que là où il y a du développement, le terrorisme va pouvoir carrément s'éteindre de lui-même, parce que les gens qui lui fournissent l'armée de réserve sont des gens qui sont en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, exposés aux affres du sous-développement, qui sont dans le dénuement, dont les besoins essentiels ne sont même pas atteints et qui ont à ce moment-là la capacité d'avoir une arme, d'avoir accès aux rapines et à des pécules pour pouvoir faire ces exactions. Maintenant, la question de la croyance, la question du religieux, ce qui fait qu'on se sent dans le djihadisme, qu'on va au paradis en mourant, ça c'est une question éminemment complexe que les musulmans doivent poser aussi frontalement en voyant que la défiguration de leur religion par des gens extrémistes doit les amener eux aussi à combattre ce syndrome-là par l'éducation de leur population, etc. Donc il y a vraiment tout un chantier dans lequel les responsabilités partagées doivent être malheureusement exposées. Mais pour nous, en tout cas, c'est le combat que nous menons depuis très longtemps. La prolifération des bases étrangères est le premier problème, l'instrumentalisation du chaos et la question du sous-développement qu'il faut régler. Sur ces mots s'achève notre émission. J'ai eu le plaisir d'être accompagné ce soir par Aziz Fall, professeur de sciences politiques et d'ethnologie à l'université au Canada, mais aussi Bayala Lianwe, expert des questions africaines. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Excellente suite des programmes sur Al24 News.